Et c'est donc l'heure du second débat. On reste dans la métropole, on part un peu vers l'ouest, on rentre dans les terres. Nous voici à Vence. Quelques chiffres et le débat débute juste après. Petit coup d'œil sur la carte postale de Vence. En 9 ans, la ville a perdu un peu plus d'1% de sa population pour atteindre 18 599 habitants. 15% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1 026 € par mois. Selon un sondage, la ville ne serait pas adaptée au transport vert. Enfin, côté scrutin, au deuxième tour de l'élection municipale, le maire sortant Régis Lebigre arrivait en seconde position derrière le vainqueur, Loïc Dombreval, avec un taux de participation 3 points plus élevé que la moyenne nationale. 6 candidats ce soir avec nous sur ce plateau pour débattre de l'élection municipale à Vence. Patrice Mirand, bonsoir. Vous êtes tête de liste La Nature de Vence. Vous avez été premier adjoint de 2017 à 2019 et vous êtes à la tête d'une liste d'Union des écologistes. Vous êtes vous-même AEI, c'est-à-dire Alliance écologiste indépendante. Catherine Leland, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la maire sortante, tête de liste avec Catherine Leland 2020. On avance, liste sans étiquette, mais vous êtes vous-même vice-présidente des centristes dans le département et vous êtes maire depuis 2017, depuis que Loïc Dombreval a démissionné pour devenir député. Régis Lebigre, bonsoir, tête de liste de Pour Vence, une parole et des actes. Vous êtes sans étiquette et vous êtes donc ancien maire de Vence. Vous avez été battu en 2014 lors de la dernière élection. Patrick Scalzo, bonsoir. Vous êtes tête de liste Objectif Vence, une liste également sans étiquette, et vous êtes conseiller municipal d'opposition. Jean-Pierre Daugraille, bonsoir, tête de liste Mieux Vivre à Vence. Vous êtes conseiller municipal d'opposition, vous êtes également conseiller régional de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et vous êtes Rassemblement National. Et enfin Jean-Louis Fiori, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste Vence en commun, une liste citoyenne sans étiquette. Vous êtes vous-même communiste. La première fois que vous êtes présenté à une élection municipale à Vence, c'était en 1977 et vous avez été élu conseiller d'opposition pendant 19 ans. Une précision d'importance, il y a pour l'instant 3 autres candidatures déclarées. On connaîtra les listes définitives demain. Ces candidatures sont celles de Cyril Couder, candidat d'hiver droite, Marie-Laure Morel, candidate d'hiver droite, et une liste citoyenne qui est en cours d'élaboration. On commence le débat, Nathalie. Oui, Vence compte donc 9 listes et on va essayer d'y voir un peu plus clair dans les motivations de chaque candidat présent sur ce plateau, puisque l'équipe municipale a volé en éclats. Les opposants d'hier sont devenus alliés et vice-versa. Alors Catherine Leland, est-ce que votre premier échec, c'est pas d'arriver là, à cette élection municipale, avec plusieurs adjoints face à vous, soit à la tête d'une liste comme Patrice Mirand, soit membre d'autres listes? Non, c'est l'image de Vence et de sa politique depuis 15 ans, avec 5 maires en 15 ans, c'est-à-dire qu'on change de maire tous les 3 ans. Donc c'est exactement à l'image de Vence et c'est là où il faut arrêter. Mais Vence, c'est pas juste une malédiction. Est-ce que vous vous remettez en cause sur la façon d'avoir géré votre équipe municipale? Ah non, ce sont des intérêts, des ambitions personnelles. C'est respectable. Chacun choisit son ambition. Alors Patrice Mirand, donc justement, je l'ai dit dans la présentation, vous avez été premier adjoint pendant 2 ans, mais vous êtes dans l'équipe municipale depuis un moment. Pourquoi vous présentez? Est-ce que vous estimez que vous n'avez pas pu faire un certain nombre de choses que vous pourriez faire si vous êtes élu maire? Je suis très étonné de voir et de réduire la démarche qu'on a entamée à une ambition personnelle. Tous ceux qui me connaissent dans le département savent que je suis engagé dans l'écologie depuis 40 ans. J'ai la même démarche et je poursuis les mêmes objectifs depuis des décennies. Et en présentant cette élection municipale une liste écologiste, je fais que confirmer et approfondir la démarche qui est la mienne depuis des années. Oui, mais ça veut dire que ces projets en matière d'écologie, vous n'avez pas pu les amener à terme avant? Ça veut dire que sur des projets secondaires, j'ai pu avancer. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis resté dans cette équipe municipale le plus que j'ai pu. Mais sur l'essentiel, effectivement, j'ai été dans une équipe qui n'était pas écologiste et qui, du coup, ne peut pas mettre en œuvre un projet écologiste. C'est le projet de méthanisation avance. On en parlera après, puisque vous voulez chauffer une piscine municipale, c'est Tout ça? à fait. C'est étonnant pour un Mais écologiste. c'est pas seulement la piscine municipale qu'on va chauffer avec ça. On Alors, va produire de l'énergie propre à partir des déchets. Donc si c'est pas une démarche écologiste, d'économie circulaire, c'est rien. on en parlera peut-être au cours de ce débat. Régis Lebigre, est-ce que vous arrivez à cette élection avec une envie de revanche à prendre après votre défaite? Vous étiez arrivé en tête, vous avez perdu à cause d'une fusion de listes de vos adversaires. Tout à fait. Donc non, il n'y a aucune revanche dans mon esprit puisque j'étais bien où j'étais. Malheureusement, la situation fait que beaucoup de Vensois m'ont sollicité, en ont un petit peu marre justement de ces manœuvres. On l'a vécu avec cette alliance contre nature alors qu'on était largement en tête au premier tour. Et ça aboutit, comme à chaque fois qu'il y a des alliances,
un chaos final, on va dire, concernant cette équipe où effectivement on ne sait plus, vous l'avez dit tout à l'heure très justement, qui est avec qui. Pendant ce temps-là, ce qui est très regrettable, c'est que les projets n'ont pas pu se concrétiser. Ça veut dire que vous ne fusionnerez pas, vous, au second tour ? Alors, je crois que c'est l'occasion aujourd'hui sur ce plateau de poser la question, parce que ce qui nous revient, pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est parce que les Vensois en ont marre de ces fusions, de ces bidouillages. C'est quelque chose qui s'est fait une fois sur deux. Ça fait 30 ans que je suis au conseil municipal de la ville de Vence. Et je pense que là, il y a un véritable ras-le-bol de toutes ces manœuvres. Donc, on doit choisir dès le départ son équipe. On ne doit pas, à mon sens, c'est comme ça que je vois, à mon sens, on ne doit pas pouvoir à la mi-temps prendre des joueurs de l'autre. Donc, les Vensois attendent, je crois, aujourd'hui des positions très fermes sur ce sujet. Est-ce que vous ferez alliance ou vous ne ferez pas alliance ? Parce que ça conditionnera, j'en suis persuadé, leur vote. Enfin, moi, si je peux me permettre, je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse, parce que je ne pense pas que le chaos d'une équipe municipale soit le fruit essentiel d'une fusion. Ce qui met le chaos dans une équipe municipale, c'est quand justement on n'a pas de ligne directrice, on n'a pas un projet, une vision globale, et où effectivement on allie des contraires sur une même liste, mais ça, vous pouvez le très bien faire avant le premier tour, entre les deux tours, ou même en cours de mandat d'ailleurs. Visiblement, donc, vous l'avez fait, puisque vous vous retrouvez en fin de mandat dans l'opposition. Mais justement, ça veut dire que la fusion en soi, ce n'est pas un facteur qui explique le chaos. Et je préfère de beaucoup d'ailleurs l'agitation de la vie démocratique à Vence que les communes, dans certaines communes sur le littoral, vous avez des générations d'élus qui se passent le pouvoir de la main dans la main et où il n'y a aucune respiration démocratique. Juste un mot, Catherine Leland, un point là-dessus, parce que Patrice Méran dit la fusion ne génère pas le chaos. Sauf si on dit pas obligatoirement. Oui, sauf si on fusionne des choses infusionnables. Est-ce que c'est pas toujours ce qui se passe à Vence ? Non, c'est pas ça. C'est d'abord des ambitions personnelles à vouloir passer de l'un à l'autre, à changer, à se dire et pourquoi pas, sur un malentendu ça peut marcher, donc on se présente. Parce que quand on a été dans une équipe, l'objectif étant de travailler tous ensemble sur une équipe, il n'y a aucune raison de s'arrêter. C'est normal qu'il y ait des projets qui passent pas et qui voient pas le jour parce qu'il faut une majorité. C'est-à-dire que dans l'équipe majoritaire, il faut que tout le monde pense la même chose. Donc le tout est de convaincre. Alors c'est vrai que si on veut du pouvoir et être le seul à décider, eh bien on sort de l'équipe et on se présente. Si vous voulez, il y a quand même des choses à rectifier dans la façon dont ça s'est passé. C'est-à-dire que nous avons fait effectivement une fusion en 2014. Nous avons du coup constitué une seule et même équipe qui a à nouveau éclaté au moment des législatives, mais qui a éclaté aussi pourquoi ? Parce que tout simplement, ça ne s'est pas passé de la façon dont ça devait se passer. Nous avions une première adjointe qui légitimement devait devenir maire. Et en face, il y a eu une autre concurrente. Je parle, s'il vous plaît. Il y a eu une autre concurrente qui est Madame Catherine Leland, qui est allée chercher les élus de l'opposition pour avoir la majorité au sein du conseil municipal. Et c'est aussi en partie la responsabilité de Monsieur Lebigre, qui a démissionné en 2015. S'il était resté au conseil municipal, il aurait tenu peut-être son équipe, ses troupes, qui n'auraient pas voté Madame Leland. Alors on a voulu faire ce premier tour de table, parce que c'est vrai que la situation avance est toujours compliquée, on comprend qu'elle l'est encore, on verra ce qui se passe un petit peu plus tard. On va rentrer maintenant dans le fond des problèmes avec une première partie, Nathalie. Oui, alors le fil conducteur de ce débat, ça va être une question. Quel pouvoir vous aurez en tant que maire au sein de la métropole Nice-Côte d'Azur si vous êtes élu ? Premier cas pratique, les transports. Pour ceux qui traversent la ville de Vence à certaines heures de la journée, le matin et le soir, c'est un vrai nœud de circulation. On y roule mal. On a aussi du mal à se garer, on en parlera peut-être. On fait comment pour désengorger le trafic ? Catherine Leland, vous proposez d'installer une gare routière, mais alors en plein centre de la ville. Ça veut dire que les voitures vont continuer d'arriver dans le centre-ville. Alors, bon, évidemment, je n'ai pas commencé aujourd'hui à travailler ce projet. C'est-à-dire que je travaille déjà main dans la main avec la métropole sur ce projet, parce que dès 2017, quand je suis arrivée, et que M. Scalzo voulait nous mettre tous les arrêts de bus scolaires devant le lycée, j'ai demandé comment on pouvait faire. Et à la métropole, les services et les experts ont travaillé sur le fait où on pouvait mettre cette gare routière. Le fait est que c'est le seul endroit possible. Donc à partir de là, nous avons travaillé à comment organiser une gare routière sur Vence dans les meilleures conditions. Et ça part de la gare routière avec bien sûr son parking relais en dessous et tout ça, c'est financé par la métropole. Mais ça part au-delà, comme vous le disiez tout à l'heure, la mobilité, c'est pas simplement Vence. Ça part déjà de toute la métropole et hors de la métropole. Et ça part de la gare multimodale de Cagnes-sur-Mer qui sera, et pas à Vence. Voilà. On va laisser répondre Patrick Scalzo. Ensuite, on va laisser parler M. Furet et M. Legray qui, pour l'instant, ne sont pas exprimés. Patrick Scalzo. Oui, donc nous sommes évidemment autour de la place Maréchal Juin dans un nœud de circulation, un nœud
commune qui aujourd'hui était obstruée à certaines heures de la journée. Il faut y trouver une solution rapidement, d'autant plus que nous allons avoir l'arrivée du quartier Chagall, dont tout le monde sait que ça va apporter donc ces 227 nouveaux logements. On va en parler juste après, mais ça va apporter un nouveau flux de véhicules, à la fois en termes de circulation, à la fois en termes de stationnement, puisqu'il n'y aura pas assez de places de stationnement. Et donc, il faut une solution rapide. Aujourd'hui, la métropole n'a pas proposé de solution rapide. J'avais commencé à mener des études, puisque dans la première partie du mandat, j'étais adjoint aux travaux avec la métropole. Donc vous l'aurez mise où, vous, la gare routière ? La gare routière, elle reste à l'ARA. Elle reste dans ce coin-là, parce qu'il faut que ce soit accessible à pied du centre-ville, il faut que ce soit sur des grands axes de circulation, il faut qu'on puisse mettre suffisamment de quais pour avoir à la fois des quais urbains, des quais pour les bus scolaires, collèges, lycées, voire un quai pour un bus touristique. Et donc il faut qu'on ait, avec un parking relais, un équipement de gare multimodale. Sur cette question des transports, Jean-Pierre Daugraille et ensuite Jean-Louis Fiori, vous n'avez pas parlé pour l'instant. Jean-Pierre Daugraille. Oui, bon, d'abord, il y a le principe des chaises musicales avance. À chaque fois, c'est pareil. Ils sont dans la majorité, ils passent dans l'opposition, ils reviennent dans la majorité. Enfin bref, c'est toujours le même circuit. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes. C'est assez agréable, comme ça, on ne se perd pas. Et puis, on se connaît tous maintenant, c'est plus agréable. Mais en ce qui concerne les transports, moi, je reste sur le principe que je veux quitter la métropole parce qu'on ne peut pas s'entendre avec eux. Leur rêve, c'est eux, et le reste, c'est accessoire. Non, mais est-ce que ce n'est pas un rêve de quitter la métropole ? Vous vous y prenez comment, concrètement ? Mais d'abord, il y a une procédure légale. Il y a déjà une commune qui est sortie de la métropole. Je ne sais pas si vous le savez, ça s'appelle Coarras, vous connaissez peut-être. Ça prend des années. Mais ça prend des années peut-être, mais on ne peut pas rester dans une situation où le maire de Vence devient un adjoint spécial de M. Estrosi. C'est pas possible. Donc alors, pour vous, la question des transports, elle passe par une sortie de la métropole, c'est ça ? Absolument. De toute façon, c'est la métropole qui décide des transports, parce qu'il y a un certain nombre de bus qui ont disparu, que la métropole a supprimé. On reviendra sur la métropole un petit peu plus tard. Jean-Louis Fiori et ensuite... Oui, alors vous avez remarqué que ce sont toujours les mêmes qui sont là depuis des années, et vous remarquerez que le débat qui se passe entre eux, mais ça ne s'élève pas énormément. Donc nous, là-dessus, on pense que les Vensois et nous-mêmes, on en a assez d'avoir deux maires pour le prix d'un et de faire toujours, de retomber dans les mêmes travers, et on n'avance pas. Parce que chaque fois que c'est comme ça, on n'avance pas. Alors les transports et la métropole, il y a deux choses. Et d'une, nous demandons la gratuité des transports sur la métropole, comme font d'autres listes qui sont dans le département, à Cagnes et à Nice notamment. Donc on souhaite qu'on installe la gratuité des transports avec, bien sûr, les moyens, vous connaissez, avec la taxe transport, avec la taxe... Oui. Donc c'est gratuit pour l'usager, pas pour le contribuable. Mais non, pas du tout, c'est pas le contribuable qui a mis à... C'est la taxe transport qui est payée par les entreprises. Si vous permettez, je termine. On le laisse terminer, il n'a pas beaucoup parlé. Voilà, qui est payée par les entreprises de plus de 10 salariés. La taxe de séjour par les hôteliers, elle est ridicule. Ils payent 3 € actuellement, alors qu'il y a des hôtels à 300, 400 € la nuit, et il y en a des quantités sur la côte, ça rapporterait énormément. Et une taxe sur les parkings des grandes surfaces et des bureaux vides, parce qu'eux aussi, il faut les faire participer. C'est faisable, puisque ça s'est fait dans de nombreuses communes. Il y a déjà 37 agglomérations qui l'ont mis en place en France, et nous, on se bat pour ça. Alors pourquoi ? Parce que vous mettez un grand signal. Si vous dites « je suis pour la gratuité des transports, je vous propose voilà, que vous puissiez vous rendre à Nice gratuitement », eh bien, ça va inciter les gens, notamment les salariés, qui tous les jours sont confrontés à des problèmes, et à utiliser les transports en commun. Aujourd'hui, quel est le problème ? C'est que si vous allégez, si vous augmentez le nombre de gens qui fréquentent les transports en commun, ce qui se passe là où ça a été gratuit, vous obtenez une plus grande fluidité et vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a comme pollution, comme retard au travail, comme accident de la route, tout ce que ça fait comme économie pour la société. Merci, donc c'est important, non, mais oui, il faut qu'on puisse... Je sais, mais il faut qu'on avance. Sauf que, Régis Lebic, vous avez essayé de mettre quelques navettes gratuites entre quartiers. Finalement, ça n'a pas tenu. Non, c'était une très bonne solution. Les Vensois la réclament. Effectivement, ouais. On peut parler finances, je suis partiellement monsieur. Donc nous, notre projet, il est clair, effectivement, ça ne gêne absolument pas. Donc on mettra en place un réseau de navettes gratuites interquartiers pour mailler tout le territoire vensois. Comme le disait monsieur Fiori, pour une fois on peut être d'accord, donc il est quand même évident qu'au niveau de l'environnement, c'est une bonne chose, au niveau de la santé et au niveau du porte-monnaie. Vous savez combien coûte le fait de faire 10 km par exemple par jour avec son véhicule, entre l'essence, le stationnement
et le parking. Mais Donc, qui paye on a ces fait- navettes? La métropole les ou la navettes, commune? c'est une compétence métropolitaine. Donc il faudra négocier. Non, mais Il ça- faudra négocier. Attendez, Non, mais on s'arrête une minute. Nice à son tramway, je ne vois pas pourquoi Vence n'aurait pas un réseau de Mais navettes monsieur le gratuites. dit, C'est vrai ça, Catherine Leland, vous avez voté la création d'une taxe foncière métropolitaine pour financer le tramway. Voilà. Je voudrais... Bon. Allez, Bon, vas-y, allez-y, termine. allez-y. Non, mais Donc, de toute façon, la c'est navette, notre projet. bon, la navette, parce que là, c'est la vieille, ça, c'est encore un vieux truc, c'est-à-dire que depuis 2013, Monsieur Lubic a bien mis deux navettes pour certains Vansois, parce que pour compenser le sens unique de l'avenue Marcelin Morel, et puis depuis, la facture, il l'a jamais payée. Et après, ses successeurs ne l'ont pas payée. Donc ça veut dire que 770 000 euros n'ont pas été payés. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est-à-dire Si, elle est que payée d'abord les par- navettes ont été intégrées dans le transport en commun métropolitain l'année dernière. Nous avons augmenté le transport métropolitain avance de 31%, c'est-à-dire que de 5h du matin à 1h du matin, il y a des bus, toutes les demi-heures, il y a des bus, et ça fonctionne. Donc tout est parfait. Voilà. vous voyez, tout est parfait Alors, en termes de Monsieur Lebic circulation propose sur juste 4 navettes qui coûtera quand même un peu plus de 2 millions, disons à peu près 2 millions aux contribuables Pourquoi pas vansois. Pourquoi pas Parce que ça fait 77 000 euros par navette. Et Alors, puis, alors alors que c'est une compétence métropolitaine. Moi, je vous C'est dis, n'importe quoi. alors je vous dis pourquoi ce raisonnement sur la gratuité de transport en commun. Et pourtant, je suis écologiste et je pense qu'il faut développer les transports en commun, mais il faut faire sur une base raisonnable. Ce que dit M. Fiori, ce que dit M. Le Bigre, oublie un facteur qui est fondamental et spécifique à Nice-Côte d'Azur. Contrairement à ce qu'il dit, sur Nice-Côte d'Azur, c'est un gros problème d'ailleurs, parce que c'est structurel à la métropole. Les coûts du transport sont supportés à 70% par l'impôt et seulement à 30% par le versement de transport dont il parle. Ce qui est une situation qu'on a normale. Hein, parce que dans les autres agglomérations, effectivement, dans les autres autorités organisatrices de transport, c'est 50-50. Mais ici, c'est comme ça. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a une vision du développement du réseau de transport en commun sur la métropole qui est une vision de rabattement des flux sur le tramway à Nice. Et donc, effectivement, tout ça, ça provoque des coûts qui sont très élevés. Et on ne peut pas aujourd'hui, si on est raisonnable et qu'on ne veut pas raconter des carabistouilles aux électeurs, on ne peut pas développer des projets comme ça. C'est vous qui les racontez. Juste Nous, on est très oui. ferme. Toutes Non, les moi, grandes je vous villes dis, se mettent alors, à étudier c'est la vrai, gratuité des mais transports. bien sûr, mais ils le font au détriment C'est d'autres très choses. facile Mais de c'est pas chiffrer. nous qui avons la Un réseau de compétence. Alors, 700 sera pas je par vous euro. donne- Je peux vous dire que je- une très forte je- demande de la oui ou non, population. Je vous donne, c'est- attendez, je vous donne à tous un rapport de temps. Il reste une indication de temps. Il reste 12 minutes. Il faut qu'on accélère un petit peu. Un point important. Je vous demande de me répondre rapidement. On vient d'évoquer à certains degrés la métropole. Est-ce que vous êtes pour rester dans la métropole? Est-ce que vous êtes pour discuter plus d'égal à égal avec le président de la métropole? Vous me répondez tous très rapidement là-dessus. Je vous redonne la parole, Jean-Pierre Deray. Vous confirmez que vous pensez qu'on peut sortir? Oui, je peux. D'abord, j'en reviens sur cette histoire de transport, parce que ce que fait remarquer notre ami Mirand, c'est que primitivement, c'était la région qui s'occupait des transports, même des transports urbains. C'est une délégation qui passe maintenant à la métropole, et ça change du tout au tout. De 50-50, comme il dit fort justement, on passe à 70-30. Hein. Et donc, je vous dis, avec cette métropole, on ne peut rien discuter. On est une toute petite ville, mais on est une grande ville si on se place dans d'autres départements. Alors, et donc, il faut les autres sortir de la candidats, métropole. très rapidement, votre rapport avec la métropole, Catherine Leland. Mon rapport avec la métropole est très bon. Oui, oui, C'est-à-dire qu'on travaille, on est à égalité, on travaille entre maires, on travaille tous les sujets, voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je demande quelque chose par rapport à la ville et qui correspond à un besoin, nous l'avons. Nous avons eu comme ça 5,5 millions de subventions à la métropole depuis 3 ans. Donc je ne peux pas quand même dire que la métropole, ça sert à rien, c'est nul. Et en plus, ça fonctionne comme ça et on ne peut pas le On changer. termine ce tour de table rapidement. Patrick Scalzo. Nous ne pouvons pas sortir de la métropole. Donc la métropole doit être un partenaire. On doit travailler avec la métropole. Beaucoup de compétences ont été transférées. Il faut aussi s'impliquer. Le prochain maire doit s'impliquer au sein de la métropole pour améliorer tout ce qui ne fonctionne pas bien également aujourd'hui. La métropole... Vence a besoin de la métropole, mais la métropole a aussi besoin de Vence. On est quand même la 4e ville de la métropole. Jean-Louis Fiori. Alors, oui, avant de parler de la métropole, quand même, la question des transports, aujourd'hui, des transports en commun pour aller de ça, c'est une question, c'est pour l'avenir de notre pays, c'est pour l'avenir de nos enfants. On ne peut pas continuer comme ça. On arrive à une situation du climat qui fait que... Et aujourd'hui, c'est une volonté politique, contrairement à ce que disent certains. Il s'agit d'avoir une volonté politique. Or, aujourd'hui, la métropole, vous prenez, qu'est-ce qui se passe au niveau du conseil d'administration de la régie des transports? Ils sont tous nommés par M. Estrosi. Et il n'y a aucun représentant des usagers. Est-ce que ça, c'est de la démocratie? Deuxième chose sur la métropole,
Bien sûr, nous, on ne pense pas qu'on puisse en sortir comme ça, mais il faut modifier les rapports à l'intérieur d'un métropole pour que ce ne soit plus les Niçois qui soient quasiment majoritaires tout seuls. Et donc, il faut changer le mode d'élection. Il faut qu'il y ait... il faut qu'il y ait... Je m'excuse. Mais vous ne pouvez pas le changer tout seul, le mode d'élection. Non, mais on peut le faire changer. Il y a des lois, on peut faire changer les lois. Mais il faut permettre que la commune retrouve un certain nombre de prérogatives. Aujourd'hui, la commune, si jamais demain la métropole, aujourd'hui, elle lâche un peu de l'Est. Mais si demain, elle décide de dire ce sera comme ça, on est foutu. On termine là-dessus. Régis Lebigre et Patrice Mirand, la métropole. Alors la métropole, c'est très simple puisqu'il y a 49 communes, donc c'est vrai qu'il y a un collège des maires. Le maire de Vence, théoriquement, est vice-président de la métropole, donc il représente la métropole. On ne peut pas se défausser sur la métropole en permanence par rapport à ses usagers. Nous en faisons partie. Il faut être confiant, mais vigilant. C'est-à-dire qu'on regarde effectivement tous les ans ce que l'on a transféré comme recette à la métropole par les compétences transférées et ce que la métropole nous rapporte pour notre commune. Si on fait le bilan, par exemple, de mon mandat, vous avez une station d'épuration à 20 millions d'euros qui a été financée à 100% par la métropole, vous voyez que le calcul est vite fait. Donc, on la rembourse. Non, mais c'est un équilibre. On va essayer de conclure ce sujet. Patrice Mirand, quand on sait que chaque habitant vensois paye une taxe foncière métropolitaine pour un tram qu'il n'a pas, qu'il n'utilise pas quotidiennement, est-ce que Vence est gagnante au sein de cette métropole ? Vence n'est pas gagnante, effectivement, dans cette métropole, mais quand on en reste au stade des déclarations d'intention, c'est-à-dire je taperai du poing sur la table, je vais me faire entendre au niveau du président, on reste dans le wishful thinking. Attendez, excusez-moi, monsieur Lebigre, je ne vous ai pas interrompu, donc laissez-moi terminer. Donc, le vrai sujet, c'est comment on fait entendre la voix de Vence dans la métropole. Quel rapport de force on peut instaurer, parce que c'est ça quand même à la base. Il faut le faire avec les autres communes. Vous aussi, monsieur Fiori. Et du coup, comment nous, on aura un groupe écologiste à la métropole. Parce que dans toutes les communes de la métropole, il y a des listes comme les nôtres. Et on aura des élus métropolitains pour faire valoir notre voix au sein de la métropole. Dernière partie, il faut qu'on avance. Jean-Luc Fiori, il faut qu'on avance. J'ai fait un procès contre la création de la commission d'urbanité avec Madame Leland. Il faut qu'on avance, il nous reste 8 minutes. Dernière partie, l'aménagement du territoire. Nathalie. Oui, parce que ce qu'on entend aussi beaucoup à Vence, comme dans de nombreuses villes du moyen pays, c'est qu'on construit trop vite, sans forcément penser aux infrastructures qui vont avec. Catherine Leland, est-ce que vous avez mal négocié le PLU métropolitain ? Est-ce qu'il aurait fallu prévoir plus de réserves pour éviter de voir ces grues qui poussent un peu partout dans la ville? Alors, les réserves foncières, nous n'en avons pas à Vence. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que 5% de terres urbanisées au total. C'est un vrai problème. Non, c'est bien. C'est l'équilibre de la ville. Ça fonctionne comme ça. Donc, c'est la ville sur la ville. Donc, c'est vrai que je me suis battue, par contre, pour éviter de faire 200 logements à 3,5 km du centre-ville. Mais autrement, nous travaillons. Nous avons augmenté les espaces verts. Nous avons diminué la hauteur des immeubles. Nous avons beaucoup fait pour diminuer tout. Et nous avons augmenté de 20 hectares les espaces naturels. Donc, c'est les moyens que nous avons, c'est-à-dire les moyens législatifs et les moyens que nous pouvons utiliser, nous les avons utilisés. Donc, les bâtiments qui se construisent prennent maintenant en compte ces éléments. Jean-Pierre Degrey. Vous êtes un peu en retard dans les temps de parole, alors exprimez-vous. Je voudrais rappeler qu'en dehors de la métropole, il y en a une par département, heureusement, d'ailleurs, il y a des communautés de communes à côté sur lesquelles Vence pourrait très bien adhérer. Je pense à l'urbanisation. Sur l'urbanisation. L'urbanisation, c'est pas nous qui le décidons. Le PLUM, il a été décidé en bas. Et même si on a fait des remarques en ce qui concerne, je fais partie de la commission d'urbanisme, je ne suis pas sûr qu'elles aient toutes été retenues. Mais alors, si on vote pour vous, ça sert à quoi ? Ça sert d'abord quitter la métropole d'une part, deuxièmement faire une ville un peu plus propre que ce qu'elle n'est actuellement, personne ne pourra dire le contraire, faire une ville un peu plus prospère, en tout cas dynamique si je puis dire, ce qui n'apparaît pas pour le moment. Donc on est dans une situation stable et comme disait notre ami Fiori, c'est toujours les mêmes qui repassent, donc il n'y a rien qui bouge. Alors dans cet aménagement du territoire, tout à l'heure vous avez commencé à évoquer, Patrick Scalzo, le projet Chagall, c'est un projet assez important en entrée de ville, en plus votre position sur l'urbanisation de la ville. Aujourd'hui, on ne doit absolument pas dénaturer la ville de Vence et garder tous ses atouts environnementaux. Pour autant, on est tenu par des lois et donc on n'est pas à Vence au-dessus des lois et on doit à un moment donné produire notamment des logements sociaux. Alors, en commençant par tous les moyens possibles pour transformer des logements existants en logements sociaux. Mais au-delà de ça, on a des obligations que l'on n'arrive bien évidemment jamais à tenir, mais
vers lesquels on doit tendre. Il y a notamment à partir de septembre une réunion très importante avec le préfet à venir, puisque c'est sous la forme d'un plan triennal que l'on reçoit ces obligations. Il y aura une négociation à avoir avec l'État pour essayer de revenir sur une situation un petit peu plus équilibrée qu'aujourd'hui, où on a une pénalité SRU extrêmement importante qui est aujourd'hui de 960 000 € par an. Pourquoi ça vous fait rire, Catherine Leland ? Non, parce que la négociation avec l'État, c'est-à-dire c'est la loi, c'est-à-dire qu'on est dans un rapport de force, c'est-à-dire que le préfet nous indique le nombre de logements qu'on doit faire. Donc nous avons réussi. Nous avons réussi. On a une pénalité qui a été majorée. La pénalité elle était de 450 000 € en 2014, on est aujourd'hui à 960 000 €. La pénalité a été majorée donc en 2017 par rapport aux 3 années précédentes, et là nous avons obtenu les chiffres qui permettront d'enlever ce doublement de la pénalité. Jean-Luc Ferry. Oui, je dis ça n'a aucun rapport. Aujourd'hui, on nous sort à tout va. D'ailleurs, ils sont tous d'accord là-dessus. Il y a au moins une chose sur laquelle ils sont homogènes, tous tant qu'ils y sont là, et même ceux qui sont absents, parce qu'ils sont tous... Oui, ils sont tous après la loi SRU. Or, la loi SRU, vous savez, c'est parce qu'il y a un manque de logements sociaux dans la commune. Or, aujourd'hui, ça bétonne de partout, mais le pourcentage de logements sociaux, il ne bouge pas. Il est de combien? Oui, il est de 6 et quelques. Il n'arrive même pas à 7. Donc, je veux dire... la promotion, il est de combien à chaque fois qu'il y a un aujourd'hui, bâtiment? chaque fois que vous faites 2 logements sociaux, vous faites 10 logements privatifs. Et aujourd'hui, il y a à peu près 35%. C'est 45% avance les logements sociaux. Non, ça c'est à venir. Non, ne racontez pas n'importe quoi. Aujourd'hui, le taux de logements sociaux avance, il dépasse à peine les 6%. Des promotions immobilières donc actuellement, c'est 40% de logements sociaux. Laissez-moi terminer s'il vous plaît. Quand vous bétonnez à tout va, tous les quartiers, les gens se plaignent, on leur construit des immeubles, devant les immeubles, on leur enlève la vue, on arrache des oliviers centenaires, on détruit des restanques. Voilà ce que font ces gens-là. Et aujourd'hui, ils se permettent de nous raconter n'importe quoi. Ils ne sont plus crédibles. Voilà ce que j'ai à dire. Et il ne faut pas qu'on se laisse aller là-dedans. Aujourd'hui, on a besoin de logements sociaux. Et ce n'est pas à cause des logements sociaux qu'on bétonne la ville. Parce que la preuve, c'est que le pourcentage, il ne dépasse pas. Patrice Mirand, vous dites, moi, si je suis élu, je remets tous les permis de construire à plat. Mais ça veut dire quoi? Vous indemnisez tous les promoteurs? Vous faites comment pour stopper les projets en cours? La réglementation de l'urbanisme... Je t'ai laissé pérorer là tout un tas de trucs complètement délirants sans réagir. Alors s'il te plaît, mais ce que je veux dire, le vrai, j'ai rien signé. Il a touché les indemnités jusqu'au dernier jour. Aujourd'hui, le niveau est formidable. Allez-y. Alors, le vrai sujet, si vous voulez, c'est que la manière qu'on a eue de construire l'urbanisme jusqu'à maintenant, qui est une manière totalement réglementaire, c'est-à-dire on décide les zones, on peut construire et pas construire, c'est une manière de faire qui n'est pas du tout adaptée à la limitation de la vague d'urbanisation qui déferle sur la ville. Il faut bien comprendre que quand quelqu'un est propriétaire foncier dans une zone où on peut construire, aujourd'hui, à moins d'être un saint ou un enragé écolo, il va construire, parce que c'est sa rationalité économique. Ce que je propose, c'est d'utiliser une mécanique qui est relativement nouvelle en droit français, mais qui est couramment utilisée dans tous les pays qui nous entourent, qui permettent à un propriétaire foncier de trouver une rationalité économique à ne pas construire et à, au contraire, entretenir le milieu et à éviter les catastrophes. C'est pas du blabla, ça s'appelle la compensation environnementale. Qui régresse actuellement, on a une population qui régresse. Mais c'est infernal, quoi. C'est la compensation environnementale. La compensation environnementale, ça existe. D'ailleurs, les gens qui me connaissent depuis des années savent que c'est quand même incroyable, que je veux dire, c'est pas des manières de faire, ça, de réagir comme ça, de couper la parole. Non, je suis en train d'expliquer quelque chose et tu devrais essayer de... Très rapidement, Nathalie et moi, il nous reste 2 minutes d'émission. On vous propose, tous les 5, vous nous dites rapidement, parce qu'on ne peut pas ne pas évoquer le sujet, ce que vous proposez pour les Nuits du Sud sur la place du Grand Jardin. Soyez vraiment très rapide. Catherine Leland. Elles ont lieu du 15 juillet au 25 juillet 2020, c'est-à-dire que comme chaque année, elles ont lieu. Avec beaucoup moins de spectateurs pas possible sur la place. On a 2300, mais c'est-à-dire qu'on a 2300 personnes en moyenne par soirée, et donc il n'y a aucun souci. En 90 soirées, c'est-à-dire sur 10 ans, il y a eu 4 fois 4000 personnes. Patrice donc Calzo. On pourra les Attendez, on n'a plus beaucoup de temps. Bien évidemment, c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que les premières études qui sortent disent qu'on aura une jauge maximum de 1800 à 2000 spectateurs maximum par soirée. Donc on peut être inquiet. Excusez-moi, je vous ai laissé parler. Tous ceux qui sont contre sont ceux. Excusez-moi, Madame Leland, vous pourriez avoir un peu de politesse. Donc, oui, dans l'éducation, vous auriez dû apprendre. Sur les Nuits du Sud. Jean-Louis Fiori.
Oui, moi tout ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui on nous parle des Nuits du Sud. Bon, de toute façon on est mis devant le fait accompli avec le jardin tel qu'il est fait. Mais c'est pas ça. Moi c'est les Nuits du Sud, elles pourront ou pas. C'est les organisateurs qui en décideront. Mais aujourd'hui on a dépensé 850 000 € pour un jardin alors qu'on pouvait le faire par des employés communaux. Aujourd'hui on a pris quelqu'un d'un notable pour faire quelque chose, d'une personnalité qui nous fait un beau jardin. Le problème c'est que le coût il suit. Et on est en train de supprimer du personnel communal. On est à 10% de moins d'employés communaux depuis que cette municipalité est en route. Et aujourd'hui, on fait venir des entreprises privées pour s'occuper des jardins. Jean-Pierre Droguet, les Nuits du Sud. Les Nuits du Sud sont parties pour se réduire comme peau de chagrin. Déjà qu'il n'y a plus que 8 représentations et le personnel qui s'occupe des Nuits du Sud est toujours le même. Moi, je pense qu'il y a certainement un certain nombre d'économies à faire de ce côté-là. De toute façon, s'il fallait faire quelque chose sur le Grand Jardin, c'est certainement pas ce qui a été fait. Parce que du carreau partout, ça se fait plus. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Chacun sait que l'usage de la place sera limité à 2000 personnes, alors que nous pouvions accueillir 4 fois plus. Avant, si nous perdions les Nuits du Sud, ce serait comme perdre le jazz à Juan-les-Pins. Les Nuits du Sud sont abîmées. On est très pessimiste sur la question. Patrice Mirand, vous avez voté ce projet de place. On fait quoi maintenant? Non, mais là, on parle des Nuits du Sud. C'est la conséquence directe. C'est la conséquence directe. C'est justement ce que je regrette dans la démarche, c'est qu'il aurait fallu en amont réformer les Nuits du Sud et ensuite aménager la place du Grand Jardin. Cela dit, moi, les Nuits du Sud, je trouve qu'il y a un vrai problème de gouvernance. C'est anormal qu'un employé municipal se permette de critiquer le maire en place, même si je ne suis pas avec Madame Leland. Je trouve inadmissible qu'un employé de mairie se permette de critiquer, de juger des élus. C'est lui le propriétaire des Nuits du Sud. Moi, je veux rendre les Nuits du Sud au Vansois et par conséquent, je souhaite externaliser l'organisation des Nuits du Sud. De privatiser ? De privatiser, faire comme on fait partout, c'est-à-dire confier un prestataire extérieur à l'organisation des Nuits du Sud. Merci à tous les 6 d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette première émission du mercredi. Il y en aura d'autres. Mercredi prochain, 2 villes seront au programme. Ce sera une émission varoise avec Fréjus et Draguignan. Rendez-vous donc mercredi à 21h. Très belle soirée sur France 3.